Hola, c'est Gloria. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose de découvrir les chapitres de mon livre à travers des lectures avant de dormir. Chaque fois, je te lirai un passage de ce roman d'histoire, de mystère et de découverte. Grâce à ma chaîne, tu pourras t'endormir en écoutant le déroulé captivant du secret sur l'identité de Cécile. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et pour passer des nuits paisibles en écoutant ces histoires passionnantes. Je t'invite également à laisser tes impressions et tes questions dans les commentaires. J'y répondrai dans les vidéos à venir. Allez, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter. Dehors, le coq, tel une plainte interminable, faisait des heures supplémentaires. Pedro, l'enfant dans les bras, rejoignait l'arrêt d'autocar qui les emporterait loin de ce dédale. Plusieurs têtes y attendaient déjà. Les étals, colorés et variés, attiraient le regard des passants. Les vendeurs, affairés à préparer leurs marchandises, appelaient le client d'une voix forte et chaleureuse. Avait-il sauté du lit pour se retrouver là à cette heure matinale ? Il proposait des boissons et de la nourriture qui pouvaient se révéler bien utiles pour la dizaine d'heures que durerait le périple. Les sons et les odeurs se mélangeaient en une symphonie harmonieuse, créant une atmosphère de fête populaire qui ne demandait à commencer. Les véhicules, alignés les uns à côté des autres, semblaient prêts à s'élancer, presque impatients de prendre la direction des horizons lointains. Les conducteurs de véhicules s'affairaient à charger les bagages, tels des acrobates chevronnés, essayant de trouver la meilleure configuration pour chaque sac ou valise. Les voyageurs, quant à eux, patientaient, échangeant de vives salutations. Le tout créait une scène animée et bruyante, avec une énergie palpable qui semblait transpirer de chaque objet et de chaque personne présente. Le véhicule chargé à bloc, le conducteur fit signe de prendre place à bord, non sans oublier de rappeler à tous les modalités de contrôle aux différents postes jalonnant la route. La route s'étalait tel un lit macadamisé de 7 mètres de large, déblayé de part et d'autre pour éliminer les courbes et aplanir le terrain, renforçant ainsi sa sécurité. Là où dans un proche passé, bien des bataillons avaient subi quelques revers. Des troupes colonialistes armées effectuaient des opérations d'arrêt tous les 100 mètres environ. La résistance du Fleck se terrait dans la brousse. L'ambiance, dans ce contexte, ne se prêtait guère au bavardage. Pedro, tassé parmi les autres passagers, avait finalement trouvé une place à l'arrière du car, au confort rudimentaire, entre les bagages et les poules. Il subissait déjà la sueur de sa voisine qui imprégnait son propre cuir. Le long de la bande littorale, au pied de la forêt de mangrove, dispersée sur les méandres de la rivière Chiluango, l'eau, légèrement salée, formait un panache. Les arbres et les arbustes, aux racines fournies, offraient un abri et des nourrisseries aux poissons et crustacés. L'estuaire, peuplé d'innombrables espèces d'oiseaux aquatiques, de tortues, de crabes, de libellules et de demoiselles, constituait un magnifique havre de nature, mais aussi le premier point de contrôle d'identité. Il se situait juste à la sortie de l'Andana, sur les berges de la lagune Mangal Chiluango.
c'était l'un des points de contrôle les plus importants, situé dans une ruine, inachevée ou détruite, où les soldats avaient installé leur permanence. 2 cordes en chanvre délimitaient l'espace de part et d'autre. Le véhicule s'arrêta au niveau de la première corde avant qu'un soldat ne la baisse, permettant au véhicule d'accéder à la zone. Il avança à moindre allure avant de stationner face à un soldat se tenant en plein milieu du passage. L'un de ses collègues se détacha du groupe et fit mouvement en direction du véhicule avant que le conducteur ne prît les passagers de débarquer. Ils s'agglutinèrent alors sur le côté, près du véhicule, regards baissés et inquiets. Le moindre geste ou un mot plus haut que l'autre aurait joué à leurs dépens. La moue sceptique, les 2 soldats, sous la surveillance de leurs collègues en faction, procédèrent au contrôle, passant en revue les passagers. En règle générale, ces contrôles se révélaient compliqués, du fait que beaucoup ne disposaient d'aucune pièce d'identité, tandis que d'autres détenaient religieusement leur précieux certificat d'indigène. Le climat était malsain au milieu de cette forêt du Mayombe. Les conducteurs ainsi que leurs passagers fouillés coopéraient. Cependant, cela s'avérait parfois agaçant, car s'arrêter 3 fois en l'espace de 300 à 400 mètres pouvait épuiser leur patience. Parmi les nombreux véhicules qui se trouvaient sur la route, un conducteur de Renault 4L refusa de s'arrêter lorsque les soldats le lui ordonnèrent. Il démarra sa voiture sans autorisation et, voyant cela, l'un des militaires saisit son arme, une Kalachnikov de fabrication soviétique, et commença à tirer. L'un des tirs fut si précis qu'il traversa l'arrière du véhicule pour finalement toucher le dos du conducteur. L'action fut si soudaine que le temps sembla suspendu pendant quelques instants, figeant le monde dans un état de stupeur et de sidération. Le silence qui s'ensuivit ne fit que renforcer l'horreur de la scène, avant d'être brusquement déchiré par les cris des soldats, affirmant que le conducteur l'avait bien cherché. Le « je vous salue » sur toutes les lèvres, Pedro, lui, était tétanisé, frappé par un souffle glaçant qui le traversa de part en part. Il dut se remettre sur pied et rejoindre son véhicule avec les autres, sonné, étourdi. L'enfant, qui tout à l'heure encore dormait d'un sommeil profond, bercé par les mouvements saccadés du 4x4, avait sursauté et à présent pleurait. Elle hurlait à tout rompre, ce qui fit monter en Pedro une panique glacée. Il voulait à tout prix éviter de se faire remarquer. Assis à côté de lui se trouvait une femme, vêtue d'un pagne éclatant de nuances de rouge. Son bébé, âgé d'environ 6 mois, était avec elle. Soudain, il eut une idée. Demander à cet inconnu de prendre en charge l'enfant le temps du voyage, en faisant semblant d'être sa mère. Cette ruse, pensa-t-il, faciliterait leur passage aux yeux des autorités. La jeune femme répondait au nom de Winnie et portait son bébé solidement attaché sur son dos. Elle prit délicatement Cecilia dans ses bras, la berçant doucement tout en fixant son regard dans le sien pour la calmer. Une fois que tout le monde fut de retour à sa place, d'un geste nonchalant, les soldats leur accordèrent la permission de poursuivre leur chemin. Au cours du voyage, l'attention de Winnie fut piquée par la demande surprenante de cet homme.
L'intrigue se lisait dans son regard, tandis qu'elle interrogeait Pedro sur la mère de l'enfant. Le jeune homme, mal à l'aise, feignit de s'intéresser soudainement à l'hygiène de ses ongles avant de répondre d'un ton monocorde que cette dernière avait été tuée dans l'explosion d'une mine dans la forêt sur le chemin des champs. Winnie hocha la tête d'un air empathique, mais ses pensées semblaient s'égarer dans une autre direction. « Elle est très blanche, glissa-t-elle, le regard chargé de sous-entendus. J'espère que les soldats croiront que c'est mon enfant. » Pedro acquiesça en silence, sachant que la situation ne lui laissait guère le choix. Il avait seulement eu le temps d'emporter un baluchon de tissu où se trouvaient quelques maigres affaires. La question de nourrir les 2 enfants se posa rapidement. Heureusement, Winnie prit le relais, les nourrissant et veillant à leur toilette quand cela fut nécessaire. La route, longue de plusieurs kilomètres, serpentait à travers les paysages contrastés, alternant des plaines arides et des collines verdoyantes. Les voyageurs, assis sur des bancs en bois inconfortables, se cramponnaient aux accoudoirs de leur siège alors que le véhicule grimpait les pentes abruptes, luttant contre les cahots et les secousses. Les aléas du trajet s'accumulèrent, avec quelques crevaisons et enlisements, qui forcèrent l'arrêt et l'abandon provisoire du véhicule. Pourtant, malgré l'opportunité de se dégourdir les jambes, la peur de tomber dans une embuscade en s'éloignant persistait sans répit, car ils n'auraient pas été les premiers à subir de telles attaques. Au-delà des balles perdues qu'ils auraient pu recevoir, il fallait notamment être vigilant quant aux mines, lors de quelques bifurcations, tentant d'éviter certains points de contrôle. Avancer représentait un risque énorme. Par moments, sentant la tragédie à portée de main, le cœur s'emballait. Une explosion n'était jamais à exclure. En certains points de contrôle, le chauffeur s'arrêtait brièvement, abaissait la vitre et tendait sa main gauche fermée vers un homme armé, ses mains noircies par la graisse de son fusil. Un billet de banque ou des cigarettes de la marque LM échangeaient ainsi de main. Le soldat ordonnait illico d'ouvrir la barrière. Le convoi pouvait ainsi poursuivre son chemin, délesté ces fois-là d'un énième déménagement. 9 fois sur 10, il y eut des attaques sur ce trajet. En cela, les conducteurs étaient plutôt habitués. Les terroristes, comme les nommaient les Portugais, en quête de nourriture ou autres biens de première nécessité, prenaient d'assaut les véhicules, car les vivres étaient bien souvent rares dans la forêt. Au fil des heures, la fatigue s'accumulait, mais l'esprit de camaraderie et de solidarité régnait parmi les passagers. Ils formaient une sorte de famille éphémère, unis par le même destin, le même but, atteindre leur destination sains et saufs. Et finalement, lorsque le véhicule arriva à Massabi, les passagers débarquèrent, heureux d'avoir survécu à ce périple éprouvant.